Et il a aussi beaucoup fait étudier les archives coptes. Hein, comme on sait, les Coptes, ils avaient beaucoup d'archives très anciennes. Et dans son manuscrit, qui s'appelle Akbar el-Zaman, il a écrit Souride, un roi d'Égypte, avant le déluge, à l'époque de Noé, il met, tu vois, parce que là on est dans l'Hégire, hein, donc on connaît les textes sacrés, a construit 2 pyramides. Il a ordonné à ses prêtres de déposer dedans toute la sagesse et la connaissance et les sciences qui étaient à ce jour disponibles. Et dans la grande pyramide, ils ont aussi placé des informations sur les sphères célestes et des dessins qui représentent les étoiles et les planètes, leur position et leur cycle. Mais aussi les fondations des mathématiques et de la géométrie. Et il a fait ça, ce Souride, il a fait ça parce qu'il voulait préserver pour toujours et pour les descendants la connaissance, etc. Bon, ça c'est donc le deuxième texte qui parle de Souride. Ensuite, tu as Al-Makrizi, un autre historien égyptien qui est lui de l'époque fatimide, donc une très grande époque de lumière, on va dire, en Égypte, enfin dans le monde arabe. Et Makrizi, il a fait le même récit, mais lui, il a rajouté que la première pyramide, on suppose la grande pyramide. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit la grande pyramide, parce que ce n'était pas la première, mais bon, parce qu'il y en a une autre plus au nord encore, qui a été détruite. Ça, c'est une autre histoire. Que la première pyramide était spécialement dédiée à l'histoire, à l'astronomie, et que la deuxième était pour les connaissances médicales. Donc là, tu as des détails quand même. Bon. Ensuite, tu as Abdel Hakim, qui est un autre égyptien, un autre historien égyptien, qui en 850 après Jésus-Christ, il a aussi écrit une compilation de textes et il a dit qu'il y avait 30 chambres dans la grande pyramide. Bon, pour l'instant, on n'en a pas trouvé la moitié, hein, même pas le quart, même pas le dixième. Voilà. Et quand Al-Mamoun est entré, le calife Al-Mamoun est entré dans la grande pyramide, qu'il a forcé donc la porte, enfin il a forcé carrément la pyramide, ils ont trouvé seulement 3 salles vides qu'on connaît aujourd'hui. Bon. Ensuite, tu as Al-Biruni, un autre très grand arabe scientifique, on peut dire, parce qu'il a expliqué 600 ans avant Galilée le mouvement des planètes. Hein, donc c'est quelqu'un de, c'est pas rien, un grand mathématicien. C'est aussi lui qui a beaucoup travaillé, qui a pratiquement inventé la géodésie. Il a écrit 146 livres, lui, sur les chronologies des nations anciennes. 146 livres. Je sais pas, les anciens, ils avaient une énergie. Moi, j'ai du mal à en écrire un, alors imagine 146 livres. Et il a écrit que les Perses et les Zoroastriens ont dit que les habitants de l'Ouest, quand ils seraient, l'Ouest c'est donc l'Égypte, que quand les savants de cet Ouest seraient au courant qu'un grand déluge arriverait, ils construiraient, ils ont construit, quand ils ont su ça, ils ont construit des pyramides à Giza. Et qu'il y a des traces d'eau et des effets du déluge qui sont encore visibles à mi-hauteur des pyramides. Ça, c'est en 973 après Jésus-Christ. Tu vois, le type déjà, il disait ça. Donc quand tu trouves des gens aujourd'hui qui disent la même chose, ils ont repris des textes anciens, tu vois. Bon. Ou alors, ils ont été sur le terrain, ils ont constaté des choses comme moi, avec photos à l'appui, études à l'appui. Et tu arrives au même constat, d'ailleurs? Mais bien sûr. Tu as vu ces traces sur les pyramides? Mais tu peux voir les photos, je les ai même mis sur les réseaux sociaux. Ouais. Maintenant, pour parler très sérieusement, il y a un rapport qu'on a écrit avec un Égyptien qui est sur mon site, j'ai Galerie Research dans la colonne de gauche. Il y a un rapport, malheureusement il n'est qu'en anglais, j'ai toujours pas eu le temps de le traduire, que c'est un gros rapport.
sur toutes les traces d'érosion marine que tu trouves, pas la pluie, pas d'érosion marine sur le plateau de Giza. Tu as des traces de taphonie. Taphonie, c'est un terme spécifique pour expliquer l'érosion marine. Et qui se trouve même au plus haut point du plateau de Giza, c'est-à-dire à la hauteur de Képhren, Mykérinos, pardon, la plus petite pyramide sur le temple. Là, tu as des traces incroyables, il y a des photos extraordinaires où je montre l'érosion marine. On a même retrouvé un oursin au sommet du temple qui est au pied de Mykérinos, qui est un oursin entier. Hein. Ce n'est pas des petits morceaux qui étaient dans la formation du sable ou je ne sais pas quoi. On a plein de preuves. Plein de preuves. Et en plus, tu vois que les anciens, même les Arabes, ils écrivaient là-dessus. Bon. Ensuite, tu as Cicéron. Cicéron, bon, ça parle aux gens. Ouais. 106 avant Jésus-Christ, 43 après Jésus-Christ, ça c'est sa vie, hein, qui était romain donc, qui était un juriste, un orateur, un politicien, un consul romain. Il a dit, dans le chapitre 141 et 142 de son livre Historia Apophthegms, il a dit que les pyramides ont été construites avant le déluge, avant le temps de Noé. Tu vois ? Bon. Et lui, pourquoi il dit ça ? Parce qu'il a été en Égypte très longtemps, il a parlé avec les savants de l'époque, il a vu les choses, etc. Je dirais que tous les grands Romains, tous les grands Grecs sont venus tous en Égypte. Et puis tu as, Platon. Oui, Platon. 427, 347 avant Jésus-Christ. Je donne toujours les dates parce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Et dans son livre Le Chrysias, il a répété que Solon, le grand politicien grec, donc Solon, qui était de sa famille en plus, dans ses ancêtres, avait vu et entendu 6 siècles avant Jésus-Christ en Égypte, par les prêtres de Saïs. Saïs, c'est dans le nord du delta, il y avait un énorme temple, et tous les Grecs importants allaient venir étudier 2, 3, 4, 5, 7 ans dans le temple de Saïs avec les grands prêtres égyptiens. Et alors lui, il dit que Chrysias, qui représente, qui répète ce que Solon a fait, a vu de ses propres yeux dans les souterrains de Saïs des stèles et des piliers gravés qui parlent de l'Égypte d'avant le déluge et qui parlent de tous ces monuments qui existaient avant le déluge. Tu as Crantor maintenant, j'ai presque fini. Vas-y. Non, mais c'est très intéressant. Mais ça, j'en ai pris que quelques-uns, tu en as des milliers. Donc tu as Crantor. Alors Crantor, lui, il est mort en 265 à peu près avant Jésus-Christ. C'était un philosophe grec, très connu. C'était le premier, si je me rappelle bien, le premier suivant de Platon, en fait. Et il a écrit dans des commentaires, sur le travail de Platon, il a écrit qu'il est allé en Égypte, qu'il a parlé avec les grands prêtres de Saïs, et qu'il a vu les mêmes textes que Solon et Chrysias, et qu'il peut confirmer tout ça. Tu vois, parce que même à l'époque des Grecs, il y en avait qui disaient « c'est pas possible », etc. Tu vois. Bon, le doute ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ensuite, pour parler des souterrains, parce que là on était en train de parler des souterrains, toujours, à l'époque moderne, si tu veux, les premières études scientifiques ont été faites en 98, et par des Américains qui sont venus avec du gros matos, le GPR, le radar GPR à l'époque. Voilà, c'est ça, on fait des sondes avec un radar et on a détecté des cavités partout. Et il a fait ça à Giza, si tu veux, dans certains endroits, on va dire. Bon. Et ils ont vu une masse mais hallucinante de tunnels qui se chevauchaient, plusieurs étages, enfin partout. Alors moi je tiens à expliquer aussi à ceux qui ne connaissent pas mon travail que le plateau de Giza, c'est pas juste Khéops, Képhren et Mykérinos et le Sphinx. Hein. Le plateau de Giza, il fait 88 km de long, enfin on va dire 100 km pour faire plus simple, du nord
au sud, il fait 100 km de long. Et tu as Giza, avec les pyramides que tout le monde connaît, mais c'est un plateau, c'est un ensemble de plateaux qui est coupé par morceaux. Ce sont des îlots qui appartiennent au même plateau, si tu veux. Et tout ça, c'est la même dalle, la fameuse dalle? Non. Attends. La dalle dont tu parles, c'est la dalle qui soutient la pyramide. D'accord. D'accord. Ça, c'est autre chose. Alors, pour finir avec ta dalle, là, parce que tu reviens dessus, la pyramide est construite donc comme un barrage, c'est-à-dire elle est convexe. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir supporter des flots qui arrivent à toute vitesse, comme un barrage. D'accord. Et aux quatre coins, tu as des prismaires féminins, masculins, enfin, comment on appelle, encastrés aux quatre coins pour que ça tienne vraiment le choc. Pas seulement pour l'eau, mais aussi pour les tremblements de terre. D'accord? Parce que c'est une terre à tremblement de terre. Il ne faut pas oublier que tu as la plaque asiatique avec la faille en mer Rouge qui fait que ça s'entrechoque régulièrement. Il y a beaucoup de tremblements de terre. Et donc, il fallait aussi construire du solide, donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il ne faut pas oublier non plus que tu avais les inondations annuelles, qui n'étaient pas tristes, parce que l'eau, elle montait énormément, tu vois. Donc, les plus grands spécialistes de l'eau qui monte, ce sont les Égyptiens, parce que toute leur vie, il fallait qu'ils déménagent quand l'eau arrivait, tu vois. Bon, ça explique beaucoup de choses. C'est aussi pour ça qu'ils sont des très grands navigants, les Égyptiens. Les barques, les bateaux, tout ça, ils connaissent très 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 bien. Mais parce que tu avais 4 mois de l'année, ils vivaient dans la flotte. Tu vois, pour parler vulgairement. Avec les crues du Nil. Mais oui, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient sur le plateau pour se protéger de l'eau. Il n'y a pas de montagne. Il y en a, mais très peu, tu vois, de montagnes. Donc on montait sur les hauteurs. Et le plateau de Giza, c'était le seul truc dans le delta qui était élevé. Tu vois, bon. Ça, on y reviendra si tu veux après, mais ce que je veux dire, c'est que le plateau, géologiquement parlant, c'est la même structure de la pyramide. En fait, il faudrait parler de la pyramide qui est avant, qui est celle d'Abu Hawash, qui est au nord de la grande pyramide, qui était énorme, jusqu'à Fayoum. Ça fait à peu près, à vol d'oiseau, ça fait 88 km. Et tu as tout le long plus de 74 pyramides. Tu as Khéops, Képhren, Mykérinos. Après, ça n'arrête pas. Tu as des îlots pleins de pyramides. Tu as Saqqara, tu as Bossir, mais ça n'arrête pas. Jusqu'à Fayoum, où tu en as encore à Fayoum, les pyramides. La dernière étant celle d'Awara. Tu vois? Donc c'est un plateau couvert sur à peu près 80 km de pyramides. Et donc les pyramides, parce que si, donc ça voudrait dire quoi? Ils ont construit ça pour se protéger, parce que tu me disais dans les textes, ils disent qu'ils auraient... Alors ça, c'est ce qui est écrit pour les 3 plus grosses. On ne sait pas exactement lesquelles, parce que quand le romain il dit la grande pyramide, c'est possible qu'il parle d'une autre pyramide, parce que je te dis, celle d'Abu Hawash était énorme, elle était en plus en hauteur. Quand tu es à Abu Hawash sur les hauteurs, c'est vrai que c'est une pyramide qui est rarement ouverte au public. Parce qu'il y a beaucoup de, si tu veux, il y a beaucoup de recherches archéologiques toujours à cet endroit. En plus, il y a une zone militaire à côté. Enfin bref, c'est un peu délicat. Et c'est en hauteur. Et quand il y a eu un tremblement de terre, je ne sais plus en quelle année c'était, ils ont pris toutes les pierres de la pyramide, les gens du coin, pour se faire des maisons. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois l'intérieur souterrain de la pyramide. Et j'ai écrit. Vous allez sur mon site gigalresearch.com et vous allez dans publications. Dans l'onglet publications, vous allez voir, il y a tout un article là-dessus avec les photos. C'est extraordinaire cette pyramide. Et il y en avait une autre encore avant, qui est totalement ruinée, dont j'ai trouvé trace dans les textes de Maspero. Pour te dire que Maspero, Mariette, et puis aussi tous les savants de Napoléon, extraordinaires. Ils ont fait... moi, tout le travail que je fais en Égypte, c'est grâce aux cartes de Napoléon, je ne sais pas si tu vois. Parce que ce n'est pas les cartes actuelles, c'est les cartes de Napoléon qui m'indiquent où se trouvent des temples perdus que plus personne ne sait où c'est, sauf l'administration égyptienne, mais alors pour aller dans l'administration égyptienne, donc c'est plus court d'aller avec les cartes de Napoléon. Tu as 150 savants qui ont fait des cas extraordinaires au millimètre, avec les élévations, tout, c'est génial.
Et moi, je pars avec ça et je trouve des trucs, mais de fou. Tu vois, j'en parle sur les réseaux sociaux de tout ça. Et pourquoi je te parlais de ça, je sais plus. Oui, parce qu'on était sur les fameux souterrains. Tu pars dans non, mais c'était les fameux Alors, les souterrains, je reviens sur les souterrains. Et donc, surtout, sous ce plateau, tu as des millions de souterrains. Moi-même, j'en ai photographié beaucoup. Où est-ce qu'ils vont, on sait Alors, par exemple, tu vas au bout du plateau de Giza, c'est-à-dire à 80 km au sud de la Grande Pyramide. Tu vas à la dernière pyramide du plateau, qui est la pyramide d'Awara, qui se trouve juste à côté du fameux labyrinthe dont tout le monde parle, qui est un labyrinthe très connu, qui est toujours là, mais en totale ruine, au pied de cette pyramide d'Awara. Et de la pyramide d'Awara, juste à côté, il y a une entrée de souterrain que je montre, qui est assez impressionnante, et qui va jusqu'à la pyramide suivante, qui est la pyramide d'Ilahun, qui se trouve à 15 km environ. Tu vois, donc déjà, mais ça c'est un souterrain on a fait le trajet, si tu veux, on vérifiait. Bon, donc, c'est-à-dire que tu l'as pris donc du début à la... Il y a très longtemps, il y a 20 ans. Maintenant, il est ensablé, interdit, enfin tout ce que tu veux, mais à l'époque, voilà. Mais c'était connu parce que Flinders Petrie, le grand archéologue anglais, un autre que j'admire, qui était dans les années 1830 par là, il a écrit sur ce souterrain, donc c'était connu, si tu veux. C'est pas moi qui j'ai rien trouvé là, c'était connu. Parce que Flinders Petrie, il a été partout. C'est comme Mariette, c'est incroyable ces gens-là. Et je te dis, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de... C'est incroyable, incroyable. Ils ont fait des trucs... bon. Donc ça, c'est un souterrain identifié. Mais j'ai vu qu'il y en a plein d'autres, si tu veux, parce que de la pyramide d'Ilahun, qui est une pyramide qui anciennement était un port. Moi, j'ai découvert là des docks, comme on dit en anglais, des quais, voilà. Parce que, alors, le génie des premiers Égyptiens, enfin des très anciens Égyptiens. Là, je te parle toujours de mon pharaon préféré, qui est Amenemhat III, qui, lui, c'était 2000, avant Jésus-Christ, un truc comme ça. Lui, il a construit des systèmes hydrauliques tellement extraordinaires dans tout Fayoum. Fayoum, c'est une dépression, 45 mètres au-dessous du niveau de la mer, énorme, puisque, attends, pour te donner des chiffres exacts, je ne vais pas dire de bêtises, parce que moi, les chiffres et moi, on est fâchés. Le lac de Fayoum, aujourd'hui, il a été très asséché depuis, il fait 200 km². La dépression de Fayoum, elle fait 1800 km². Voire plus, tu vois, c'est un énorme truc, 43-45 mètres sous le niveau de la mer. C'est un oasis, parce qu'il y a une agriculture extraordinaire dans cet endroit. Et ben, pourquoi je te parle de ça? Voilà, parce que par rapport aux travaux d'irrigation qui sont construits, il a construit, pourquoi il a construit des trucs de fou au niveau irrigation et des canaux pour que les navires puissent passer? Parce que le Nil passe à côté, si tu veux, et tout d'un coup, tu as une dépression, comme ça, tu vois, tu descends, et tu as la dépression de Fayoum avec tout l'oasis dedans et le lac. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un problème. Sa population mourait de faim 4 mois, 5 mois, 6 mois de l'année. Pourquoi? Parce que quand il n'y avait pas l'inondation, tout devenait sec et il n'y avait plus de poissons. Donc il s'est dit, le Nil, il y avait toujours du Nil, si tu veux, mais enfin, il rapetissait, mais quand même, mais ailleurs, les gens, ils ne mangeaient plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait creuser une entrée, enfin, c'est peut-être pas lui d'ailleurs, c'est peut-être avant lui. Il a creusé, en tout cas des anciens Égyptiens ont creusé, entre le Nil et cette dépression, un passage, donc des canaux qui sont descendus dans la dépression. Il a construit un énorme lac artificiel, qui n'est pas le lac d'aujourd'hui. Le lac d'aujourd'hui est un lac naturel qui est plus loin, qui est un lac d'eau salée. C'est encore très important à préciser. Ça veut dire que c'est des rémanences d'une ancienne mer. Ah oui. Tu vois, bah oui, c'est salé. Bon. Il a fait descendre cette eau douce du Nil dans la dépression, dans ce lac artificiel, pour que les poissons soient bloqués toute l'année là-dedans, pour que les gens puissent manger toute l'année. Donc tu vois, quand je vois dans les trucs de science-fiction et dans tous les machins qu'on invente aujourd'hui, que les pharaons c'était des gens cruels, machin, etc.,
ils me font rigoler parce que la première, en tout cas à cette époque-là, peut-être après ça a dégénéré comme partout, mais à cette époque-là, les pharaons étaient préoccupés que par une seule chose. C'était le bonheur de leur peuple, leur donner à manger, que tout le monde ait ce qu'il faut. Tu vois? Je ne sais pas si tu t'imagines construire un lac artificiel énorme et construire des déclivités énormes, des canaux de plusieurs centaines de kilomètres en pierre, c'est-à-dire plus de pierre que pour construire les pyramides, des barrages, des systèmes hydrauliques qui existent jusqu'à aujourd'hui, qui fonctionnent encore aujourd'hui. Quand j'emmène les gens dans mon voyage à Fayoum, je leur montre tout ça. Je leur montre tout ça, tu vois, les preuves de tout ça. Ils voient tout ça, comment ça fonctionne. Mon prochain voyage, c'est début février, d'ailleurs. Et je dis entre parenthèses, je ne perçois aucun argent de ce voyage, tout va aux Égyptiens. Je fais l'écotourisme, voilà. Et donc, ces canaux, uniquement pour arriver à faire passer les poissons vivants du Nil dans un lac artificiel pour qu'ils puissent se servir toute l'année. Tu vois, extraordinaire. Et après, il y en a eu un autre qui a creusé un deuxième canal qui va au nord du premier lac jusqu'à la mer Méditerranée, près d'Alexandrie, pour que les bateaux marchands puissent directement, si tu veux, squeezer la partie du Caire, etc., et venir par le sud. Donc, tout ça, j'ai trouvé les traces du canal en question au nord du lac, et c'est une zone totalement désertique, très difficile d'accès, etc. D'accord. Ben, on va faire une petite pause parce que c'est l'heure, voilà, la régie elle est prête et puis je sais que non pas du tout, non au contraire c'est passionnant et puis de toute façon oui on lira, je lirai les questions après parce qu'il y a énormément de questions. Je reçois tous les jours des centaines alors. Ouais voilà. De toute façon je pense qu'en troisième partie on fera une session uniquement questions comme ça on va laisser Antoine s'exprimer. Il faut aussi parler de l'Égypte moderne. Voilà donc c'est pour ça que on prendra les questions au fur et à mesure. Ben, en tout cas, la régie, elle est prête. Eh ben, elle est prête. Oui, bien sûr, il est blasé. Allez, à vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Antoine Gigal pour ces pyramides. J'ai bien vu, donc il y a eu pas mal, on va dire, de questions sur. C'est vrai, tu nous as parlé d'un déluge. Et c'est vrai, beaucoup me disent, mais comment on se fait pour se protéger d'un déluge? C'est quoi? C'est la pyramide qui stoppe les eaux et puis on est dans la pyramide? Ben non, ça amène beaucoup de questions. Non, mais je sais bien, de toute façon, il faudrait en parler pendant des jours et des mois et des années. Je suis en train d'écrire un livre rien que là-dessus. Bon, il faut juste un petit peu passer, mais avant, il faut avoir lu les chroniques de Giza pour bien comprendre. Mais pour dire quelques mots ici quand même, parce que c'est une question très intelligente, de toute façon, donc, certaines pyramides, pas toutes, ont été construites comme des barrages pour supporter des flots, hein, comme attesté par les anciens textes. Pourquoi? Mais parce que imaginez qu'un gros déluge arrive. Hein. Quand je dis déluge, attention, je parle d'un très gros, hein, parce que des déluges, il y en a eu en mer Noire, il y en a eu en mer Morte, il y en a eu dans toutes les zones géographiques, il y a eu la déglaciation, il y a eu tout ce qu'on veut. C'est très compliqué, mais j'ai tout expliqué aussi dans les chroniques de Giza, les différences et le pourquoi et le comment. Donc c'est tout un travail de synthèse que j'ai fait en 2004, hein, que j'ai pas envie de refaire aujourd'hui, mais que je vais republier bientôt en livre, pour que les gens soient bien clairs. Mais donc, pourquoi? Mais parce que quand vous avez une grande masse d'eau quelque part, et que vous êtes un humain, un pauvre humain qui vivait là avant, et que vous avez eu les moyens de construire ça, ça protège des entrées souterraines. Si vous ne protégez pas des entrées et des sorties, comment vous faites? Parce que le déluge, selon certains scientifiques, a duré 4 ans. C'est-à-dire l'eau, même calme, est restée quand même de 3 à 4 ans. Ouais. Donc, il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus rien. Donc comment vous faites le jour où vous sortez, hein, quand vous avez prévu que tout ça allait arriver, si on admet bien sûr que les grands prêtres avaient ces possibilités-là, comme attestent les anciens textes. Hein. Moi je parle toujours par rapport aux anciens textes, c'est pas des théories à moi, c'est ce que disent les anciens textes. Et donc il y a des cités souterraines, pour moi, il y a plein de textes qui en parlent d'ailleurs, où ils se sont réfugiés pour vivre pendant le temps que ça passe. Un peu comme, je fais une petite transition, de Göbekli Tepe en Exactement, Turquie, un peu comme dans le Yucatan aussi, où tu as des tonnes de stars, un peu comme au Tibet, un peu comme... D'ailleurs, c'est un peu toujours sur la même circonférence.
Donc voilà, ça donnerait effectivement une explication. Alors il y a une autre question aussi, qui est, alors paraît-il très tabou dans l'égyptologie, c'est la question de l'outillage. C'est-à-dire de comment ils ont fait, parce que comme tu nous l'as dit avant, Oui, tu oui, nous as c'est une parlé très bonne de question. voilà, de Alors canaux, bon, de... oui, voilà. oui, alors ça aussi j'en ai parlé, j'ai même refait des expériences en direct. Il y en a sur mon site, je crois qu'il y en a une sur mon site, c'est ce qu'on appelle en anglais le metal plating, c'est-à-dire comment ils faisaient pour mettre du métal sur les statues, parce que c'est un procédé chimique très avancé qu'ils connaissaient. Donc si tu veux, le metal plating, ça sert, si tu veux faire un couteau qui coupe, si tu veux faire des outils très performants, il faut savoir le faire, ça. Et ils savaient le faire. Et j'ai fait l'expérience en direct dans les conférences en Angleterre, avec tous les ingrédients qu'avaient les anciens Égyptiens, et j'ai recouvert de bronze, entre autres choses, mais enfin on peut le faire avec d'autres métaux, en or par exemple, des objets, pour montrer comment ils faisaient, quoi. Donc il y a tout ça quelque part sur mon site ou alors sur les articles dans les réseaux sociaux que j'ai écrits. Bon, alors, il y avait des outils beaucoup plus perfectionnés qu'on pense. C'était pas le ciseau, le machin, enfin bon, évidemment qu'ils n'ont pas coupé les pierres avec ça. Bon, Et les petits bouts, ouais, ça c'est ce qu'on nous présente, les non, petits bouts des... voilà. Maintenant, les résultats des études qui sont faites à l'université du Caire, et j'y tiens parce que alors ces études-là, on n'en entend jamais parler en Occident. C'est quand même un peu fort, quoi. Avec aussi d'autres, notamment, je crois qu'il y a un grand professeur néo-zélandais extraordinaire, qui ont fini par faire les mêmes constatations que moi. Enfin, ils l'ont peut-être fait avant moi, d'ailleurs, je ne sais pas. Par exemple, quand tu vois la pyramide de Képhren, celle du milieu, tu te rends compte qu'il y a un périmètre en profondeur et dans ce périmètre, il y avait de l'eau. C'est-à-dire que les pyramides, à la base, étaient entourées d'eau, comme des douves, si tu veux, hein, des douves avec des murs. Bon. Et il y avait tout un système de canaux avec des systèmes d'élévation, de barques, etc. Et dans les douves, il y avait des pentes très spéciales sur lesquelles, ça c'est les études égyptiennes dont je te parle, hein, ils ont fait des tas d'études très compliquées, où il y avait une espèce de vase qui faisait que les blocs pouvaient glisser sur des kilomètres grâce à cette vase, cette pente particulière. La science de faire bouger des énormes masses sur des pentes, ça existe, ça a un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ils arrivaient avec des systèmes d'élévation d'eau, comment on appelle ça, pour faire monter et descendre les bateaux, des écluses, voilà, etc. Grâce au Nil qui était juste en bas, à faire monter et descendre des poids énormes. Bon, déjà on sait qu'ils avaient une connaissance extraordinaire hydraulique qui faisait qu'ils étaient capables de mouvoir d'énormes blocs rien que par des mouvements de jets d'eau, des pentes avec de la vase qui glisse, etc. etc. Très calculé, hein, très très calculé. Il y a un Américain qui est aussi en dehors de qui s'est mis aussi en dehors de l'académie, qui s'appelle Meyer, je crois on le voit souvent sur mes pages de réseaux sociaux parce que c'est un ami qui a fait des dessins remarquables pour expliquer tout ça. Parce que lui s'est penché aussi sur les études égyptiennes. Voilà. Donc, alors ça n'explique pas comment on a coupé les pierres, hein, je suis bien d'accord. Ouais, mais pour le transport, ça explique énormément. Énormément. Bon. Pour couper les pierres, moi, il y a plus, pour moi, alors là c'est moi, il y a plusieurs systèmes. C'est-à-dire, oui, il y a la pierre molle, comme le docteur, comment il s'appelle, le français, qui a travaillé sur les polymères. Voilà, et qui dit que... Davidovitz. Voilà. Pour certaines rangées de pierres, hein, mais pas pour toute la pyramide, évidemment, non. Mais pour certaines rangées de pierres, je suis d'accord. C'est un homme extraordinaire parce qu'il a tout simplement pris la formule chimique de Hirtisen, un Égyptien qui vivait, donc en ancienne Égypte, et cette stèle se trouve au Louvre, c'est-à-dire vous pouvez aller la voir. Et le docteur Davidovitz, il a traduit enfin il n'a pas traduit, c'était déjà traduit, mais il a repris ce qui est écrit dans la stèle d'Hirtisen, qui est une formule chimique. Il a reproduit cette formule pour comprendre qu'est-ce que c'était. Et c'est
le secret de la pierre molle. C'est-à-dire que tu prends de la pierre dure, tu peux la rendre molle grâce à cette formule. Bon, moi-même, j'avais vu, et d'ailleurs, j'ai une toute petite vidéo sur YouTube, un peu poétique, que j'ai faite sur le premier alchimiste du Caire. L'alchimiste du Caire, qui vivait donc au Moyen-Âge égyptien, arabe, et qui lui aussi travaillait sur la pierre molle. C'est-à-dire, il était très connu pour ça. J'explique tout ce qu'il faisait pour ça dans cette petite vidéo. Tu as à Saqqara, sous la pyramide de Djoser, des kilomètres de souterrains, plein de vases extraordinaires, des vases d'une beauté en pierre dure, que tu peux pas aujourd'hui. Comment tu fais pour faire ces formes-là? Oui, parce qu'il y a l'intérieur, c'est la diorite, c'est ça, la diorite, la diorite, plein d'autres pierres, ouais. très très dures, magnifiques, mais alors d'une dureté, mais tu peux pas imaginer quoi. D'une beauté, d'une régularité, il y a pas. Alors là, il n'y a pas de ciseaux, il n'y a pas de tout ce que tu peux imaginer. C'est impossible. Comment ils ont fait? Ça, c'est une question. Et alors. Davidovitz dit que c'était, il savait rendre mou pour faire toutes ces formes-là, tu vois. Bon, il en a refait d'ailleurs lui. Mais bon, il y a d'autres qu'on ne sait pas encore parce qu'il y a tellement de formules différentes pour différentes pierres, si tu veux, que c'est un travail énorme. Donc oui, il y a des pierres molles, ce qui permet, tu mets des cadres en bois, tu fais des pierres parfaites, des angles parfaits, etc. Bon. Ok, pour certaines pierres, oui. Mais pas pour tout. Alors, le reste, moi, ce que j'ai trouvé, c'est à Abou Sir, tu as un endroit extraordinaire, qui est un temple solaire, où tu as ces bassines creuses. Alors, j'ai entendu toutes les couleurs, sur ces bassines rondes, crénelées. Ah oui, oui, on le voit très bien. Alors, on nous dit que ce sont pour faire des bains rituels, il y a tout un tas d'explications un peu comme ça. Oui, puis pourquoi pas des sacrifices humains, enfin, tu vois, je veux dire, bon, tout et n'importe quoi. Pour moi, en suivant certains textes, et puis mais beaucoup parce que moi, quand je vais sur un site, j'y vais 80 fois. C'est-à-dire, je n'y vais pas qu'une fois, j'y vais 80 fois. Pourquoi? Parce que je sais que la mémoire des lieux parle, tu vois, quand tu es un peu sensible et que donc, tu vas trouver d'autres choses, d'abord, parce qu'on ne voit pas tout en une seule visite, ni en deux, ni en trois. Il faut retourner, il faut réfléchir. Il faut aussi écouter les gens du coin. Il y a aussi toute la tradition orale en Égypte qui fonctionne encore, bon, très peu, mais encore. D'ailleurs, j'ai rencontré les gens de la tradition orale, c'est toute une histoire, il faudra que je raconte. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que ces bassines étaient recouvertes d'une feuille d'or. Et il y avait des rigoles de ruissellement d'eau qui partaient de toute cette pyramide. Alors il y en a d'autres qui ont dit qu'ils savaient faire venir la pluie. Bon, pourquoi pas? Dans toute l'Afrique, tu as des endroits où on sait faire venir la pluie. Moi, je ne suis pas contre, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ma partie. Mais j'ai trouvé, je me suis dit, avec des feuilles d'or dans des paraboles comme ça, tu vois, à un endroit où le soleil est extrêmement fort, avec des rigoles d'eau et de l'albâtre, parce que ces bassines sont en albâtre, donc translucide et reflétant le soleil. Ça devait être insoutenable pour les yeux, l'endroit à l'époque. Et tout d'un coup, dans mes recherches, je tombe sur un brevet américain d'un chercheur qui, lui, a trouvé des espèces de bassines un peu du même style, mais au Pérou, et qui, lui, parce que c'est un scientifique, parce que il a un ingénieur en plus, il a refabriqué tout ça, lui il a mis les feuilles d'or, alors je vois que je ne suis pas la seule à penser à ça, et il a fait les calculs de degrés, de comment il fallait que ce soit angulairement positionné, avec le rayon du soleil, à quelle heure, machin, etc. Et que ça coupait la pierre la plus dure, si tu pouvais diriger les rayons du soleil, et que ça coupait à la perfection des blocs de granit. Ah, c'est intéressant. C'est tout un système, tu vois.
Bon, ce brevet existe, hein, vous pouvez aller le chercher, patent numéro machin. Bon. Et c'est extraordinaire, parce que, à mon avis, ça a dû fonctionner, ça. Bon. Ah, donc ce qui pourrait donc expliquer les fameux gros blocs de si pierre tu très veux, dure. si tu veux, il y a plusieurs choses. Alors moi, je sais que la théorie alien, machin, le fait Flores, etc. Bon. Oui. Bon, on nous en a parlé. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que j'en parle. Je sais que le public, il va en parler, de toute façon, c'est clair. Moi, les extraterrestres, il n'y a pas de problème. Je suis sûre qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. J'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, je vous en supplie, il y a une chose terrible aujourd'hui. C'est que je crois que la plus grande imposture qui existe aujourd'hui, c'est qu'on veut enlever aux humains leur génie. Les anciens Égyptiens étaient des génies. Et leur capacité extraordinaire à faire des choses extraordinaires, l'humain pouvait le faire. Simplement, ils étaient très intelligents et surtout près de la nature. Je parle des premiers Égyptiens, hein, parce qu'après, ça a dégénéré, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on veut nier à l'être humain. On veut nous faire croire qu'on a besoin qu'on est des esclaves et qu'on a besoin de maîtres pour nous sortir de toutes les situations. Excusez-moi, on a un cerveau qui n'est pas bien utilisé, qu'on peut utiliser beaucoup mieux. On a des capacités, quand on veut, extraordinaires. Et il faut rendre aux Égyptiens leur mérite. Pour moi, il n'y a pas de doute, après toutes mes recherches, ce sont vraiment les anciens Égyptiens qui ont fait ce qu'ils ont fait. Mais est-ce qu'on peut dire que cette civilisation égyptienne était supérieurement technologique à la nôtre ou tout au moins équivalent? Alors, ça dépend, qu'est-ce que tu appelles civilisation égyptienne? Parce que moi, je te parle... Les premiers Égyptiens dont tu parles. Oui, mais alors les premiers, c'est quoi? Parce que tu vois, il y a eu le déluge. Avant, ils existaient aussi. Les antidiluviens, alors on va dire vraiment les premiers des premiers. Alors là, on tombe dans un problème que je ne peux pas trop te parler, mais je vais te dire un mot quand même, parce que c'est important. Mais après, je vais te dire la suite du début de maintenant, on va dire. Les Égyptiens d'avant le déluge, on ne sait pas trop ce que c'est. On a retrouvé, alors là, attends, faut que je reprenne mes notes pour les dates, parce que sinon, j'ai un problème avec les dates. Mais très important de dire une chose. C'est que on a retrouvé, tu sais, il y a un grand archéologue, je crois que c'est un Américain, je ne sais plus parce qu'il y en a tellement, qui a, c'est pas grave, je vais essayer de retrouver dans ma mémoire, qui a retrouvé des crânes d'olicocéphales, tu sais, ces fameux crânes allongés. Ah oui, les fameux crânes qu'on a retrouvés aussi chez Nazca, chez Péruvien, etc. Oui, au Pérou, etc. Beaucoup à Malte, etc. Et puis ailleurs, dans d'autres pays. Qu'on a retrouvé ça dans le sud de l'Égypte, un très grand archéologue, hein, tout à fait académique. Et pour lui, tu vois, il y a beaucoup d'archéologues académiciens qui sont très avancés, parce que lui, il a dit carrément ça. C'est pas une race à part, mais c'est comme si c'était la race d'avant le déluge. Tu vois, c'est une race de gens qui avaient l'air de commander. Alors, il y a toute l'histoire, quand même, qu'il faut que je précise, parce que ça aussi, j'en ai un peu assez, si tu veux. Enfin, c'est pas que j'en ai assez, mais il y a une telle confusion aujourd'hui avec les romans, avec les thèses de gens qui n'ont jamais mis les pieds en Égypte ou 15 jours en vacances. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est vraiment terrible. Je retrouve pas la date, ça m'embête, mais c'est pas grave. Le problème, c'est d'avoir trop de notes. Mais voilà, on va reparler d'une période, l'archéologue français. Voilà. Alors, s'il y a un égyptologue, archéologue, qu'il faut absolument lire tous ses textes, c'est Émile Amelino, tu vois. Alors, les gens ne connaissent pas. Pourtant, c'est un des plus grands archéologues français. Il est mort en 1915, Amelino. Et alors, lui, il s'est intéressé aux premières dynasties. Et il a découvert, si tu veux, qu'il y avait un peuple en Égypte. C'est des fouilles à Abydos, oui. Derrière le temple d'Abydos, où j'ai été beaucoup, où j'ai vraiment mis mon nez. Et il a trouvé qu'il y avait, parce que c'est là qu'on a trouvé qu'il y avait de l'écriture avant Sumer, tu vois, bon.
il a trouvé qu'il y avait un peuple qui s'appelait les Anou. Bon. Alors, attention, parce que tout de suite, les gens disent « Anunnaki !» Bah, les Anunnaki, ça y est, c'est reparti. Anou, Anunnaki. On recommence. Bienvenue dans la sphère de Sidon. Eh ben non, parce que Anou, on a traduit ça en français Anou, mais c'est Aounou en fait. Hein. Bon, le vrai mot égyptien Aounou. C'était un peuple très avancé, déjà la première dynastie, qui a fondé Esna, c'est une très grande ville égyptienne, Guébélène, que c'est une ville archéologique que je connais par cœur.